Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le futur dialogue national au Tchad, le Premier ministre Podleba, Albert Padaké, souhaite que toutes les couches sociales soient représentées. Le Rwanda est confronté à un rebond de la pandémie de Covid-19 et face à la forte propagation du virus, le gouvernement a décidé un reconfinement de la capitale Kigali. La pandémie de Covid-19, sa gestion et ses conséquences au Bénin, l'exposition Un peu de pagaille revient sur la crise sanitaire. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma doit reprendre ce lundi. En Afrique du Sud, Jacob Zuma doit comparaître devant la justice pour l'affaire dite des Spy Tapes, dans laquelle il est accusé de détournement de fonds, des accusations qui remontent à 1999 concernant cette rocambolesque affaire de vente d'armes qui implique directement le géant français Thales. Et depuis la réouverture des poursuites en 2018, le procès a été repoussé près d'une dizaine de fois. Au Tchad, le Premier ministre de transition Albert Padaké a rencontré il y a quelques jours différents acteurs politiques, une rencontre dans le cadre de l'organisation du dialogue inclusif. Le gouvernement plaide en faveur d'une participation du plus grand nombre de représentants à ce dialogue, étape clé de la transition. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement de transition a appelé les forces vives de la nation à participer à l'organisation d'un dialogue inclusif. Selon le Premier ministre Padaké Albert, les Tchadiens attendent un dialogue franc et sincère, basé sur l'unité nationale et la stabilité, en vue d'écrire une nouvelle page de l'histoire du pays. Il estime que le dialogue est primordial pour aller vers les élections libres, transparentes et apaisées. Les Tchadiennes et les Tchadiens, tout courant confondu, sont spontanément et profondément convaincus aujourd'hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie, plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse de la transition en vue des élections libres, démocratiques et transparentes capables de garantir la paix dans notre pays. Le gouvernement de transition estime qu'il faut préserver les acquis politiques, démocratiques et sécuritaires pour prouver au monde que le peuple tchadien aspire à la paix et au progrès. Une vision partagée par des acteurs de la société civile et partis politiques qui ont à cet effet exigé une transparence absolue dans l'organisation de ce dialogue national censé jeter les bases des nouvelles institutions de la République. Notre première chance, c'est que les Tchadiennes et les Tchadiens, par-delà leur diversité, sont fiers d'être Tchadiens et ont un attachement instinctif à l'unité nationale. Notre unité domine de loin nos divisions. L'annonce gouvernementale semble avoir apaisé les tensions sociopolitiques dans le pays. Elle a de facto relancé les pourparlers en vue de la mise en place d'un comité d'organisation consensuelle de ce dialogue très attendu. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont 2 semaines pour désigner leurs représentants au comité. Le Mali est une nouvelle fois la cible d'une attaque. 2 civils et un douanier ont été tués dans un attentat terroriste perpétré dans la nuit de samedi à dimanche contre un poste contrôle routier situé à Sienzo dans la région de Ségou, dans le centre du pays. L'annonce a été faite par la direction de l'information et des relations publiques des armées. Le bilan fait également état de 3 civils grièvement blessés. Les violences sexuelles ne cessent de se multiplier en République démocratique du Congo, surtout dans les zones où l'instabilité règne depuis des décennies. Les victimes, elles, malgré leur nombre extrêmement alarmant, ne sont pas prises en charge. L'ONG Médecins sans frontières, qui a reçu sur la seule année de 2020 11 000 victimes, est l'une des rares structures qui tentent de leur venir en aide. C'est un sujet de Philomène Tine et Samantha Saberou-Saboubanga.
30 victimes par jour, c'est près de 11 000 victimes de violences sexuelles qui ont été reçues par les structures soutenues par Médecins sans frontières en République démocratique du Congo en 2020. C'est ce que révèle avec beaucoup d'indignation l'Organisation médicale et humanitaire internationale dans son récent rapport intitulé « La double peine ». Une double peine infligée à 6 des 26 provinces de la RD Congo où le viol, comme arme de guerre, rythme le quotidien des femmes depuis de nombreuses années. La double peine, c'est d'abord la violence physique et physiologique vécue par ces victimes. Et derrière cela, les conséquences à moyen et long terme qui créent la stigmatisation, l'exclusion sociale et pour certaines de ces victimes, la perte de leurs moyens de subsistance. L'ampleur des violences sexuelles en RD Congo n'a de cesse d'être dénoncée par de nombreux acteurs nationaux et internationaux. Et pourtant, l'omerta sur les condamnations continue de peser. La première responsabilité incombe, n'est-ce pas, au gouvernement congolais. Je pense que véritablement, le gouvernement congolais n'a pas mis en place une véritable politique de lutte contre ces violences sexuelles. La lutte contre les violences sexuelles, ce n'est pas de prendre en charge avec des petites politiques, mais c'est de mettre en place toute une politique où la lutte contre l'impunité est efficace. Et quand on dit lutte contre l'impunité, c'est que les commanditaires de ces violences-là, qu'ils soient systématiquement arrêtés, poursuivis devant la justice, condamnés, et qu'il y ait réparation. Quand on dit réparation, ce n'est pas réparation des ONG, c'est réparation de la prise en charge de l'État avec des politiques, de réparation psychologique et même des réparations aussi financières. D'après un rapport de l'ONU, Organisation des Nations Unies, la plupart de ces actes sont commis dans le cadre d'opérations militaires menées par les forces armées qui opèrent dans le pays. En 2020, une victime sur 5 reçue dans les structures appuyées par Médecins sans frontières était mineure. En Guinée équatoriale, la Trésorerie générale se dote d'un nouveau système de contrôle des fonds publics, un dispositif accessible à partir d'une application. Il s'agit pour les autorités d'assurer la sécurisation des documents officiels allant des passeports au permis de conduire. Marie-Raphaël Antolo. En Guinée équatoriale, la Trésorerie générale met en place un nouveau système de contrôle des fonds publics appelé Combo. L'application Combo, mise en service par le Conseil du Trésor général, vise à optimiser la gestion de tous les effets de valeur en temps réel. Cet outil permettra d'assurer le contrôle de la sortie et de la vente d'objets de valeur, passeports, bulletins scolaires, papiers de paiement, cartes DIP et permis de conduire, entre autres. Alors la mise en place d'un système comme le Combo dans la trésorerie d'un pays comme la Guinée équatoriale vise tout simplement à renforcer le système de sécurité des biens qui sont en circulation. La Guinée équatoriale est un pays quand même qui a été depuis quelques années considéré comme un petit émirat. Un émirat saoudien de l'Afrique centrale, c'est dire le nombre d'activités florissantes. L'application Combo a été créée en raison des difficultés de contrôle dans la casse-titre après avoir enregistré des irrégularités de fraude. C'est par ailleurs la première fois que ce type de contrôle de dernier public est mis en place au Trésor général de l'État équato-guinéen. L'application viendra ainsi améliorer la gestion des effets de valeur qui a souvent été opérée manuellement. En réalité, cette question de fraude se résume autour des questions de vigilance, les questions de négligence. On pourrait même parler d'un laxisme des autorités ou alors des acteurs, de tous les acteurs qui sont dans la chaîne, n'est-ce pas, de surveillance et de mise en application de certaines normes de surveillance. Voyez-vous, il y a quand même une ingéniosité qui est développée par certains acteurs et qui échappe à l'administration ou alors qui échappe au trésor public. Par ailleurs, la Trésorerie générale de l'État estime nécessaire d'informatiser l'application pour garantir un meilleur contrôle. Il servira également à améliorer la collecte et à connaître le stock en temps effectif dans chacune des agences de la Trésorerie générale de l'État sur tout le périmètre national et ainsi éviter d'éventuelles ruptures de stock. Explosion des cas de Covid-19 ces dernières semaines au Rwanda avec environ 800 nouveaux cas par jour. Sur place, les hôpitaux sont submergés, raison pour laquelle, et afin de lutter contre la propagation, depuis samedi, les transports publics sont arrêtés
Les bureaux des entreprises et des administrations sont fermés ainsi que les établissements scolaires. Reportage de Fraternunda Kaisenga. Voici le nouveau visage de l'un des endroits les plus actifs de la ville de Kigali. Au matin de ce samedi 17 juillet, premier jour du nouveau confinement. Les rues sont presque vides et le peu de passants doivent présenter les permissions de sortie aux policiers omniprésents dans les rues de Kigali. Quelques heures avant le début du confinement, la gare routière de Nyabugogo, la plus importante du pays, était bourrée de monde malgré les restrictions de mouvement. Je ne peux pas rester confiné à Kigali car je ne pourrais pas trouver à manger sans travail. J'ai entendu dire qu'il y avait des bus pour déplacer les gens, mais ça fait 2 jours que nous sommes ici à attendre sans savoir si nous allons pouvoir rentrer. Je dois rentrer pour aller voir mes enfants. On ne peut pas être confiné dans 2 endroits différents alors que je n'ai plus de travail ici dans la ville. Difficulté de mouvement ou encore arrêt de toute activité qui n'est pas jugée nécessaire si le prix à payer pour baisser les nouveaux cas de contamination et le nombre de personnes qui succombent au Covid-19. Selon le ministère de la Santé, le nouveau confinement pourrait faire baisser ce nombre de 60%. Depuis le mois de juin, nous avons enchaîné une série de mesures de lutte contre la propagation du virus, mais la situation allait de mal en pis. Le nombre de nouveaux cas et de décès a augmenté d'une façon drastique et nous ne pouvions pas rester les bras croisés, d'autant plus que nous avions appris la présence de plusieurs mutations du virus comme le variant indien Delta. D'une trentaine de cas de contamination au début du mois de juin, le Rwanda est passé à près de 2000 nouveaux cas par jour à la mi-juillet. Pendant 10 jours depuis ce 17 juillet, 11 districts sur 30 que compte le Rwanda seront en confinement total, une durée qui pourrait être rallongée en cas de non-amélioration. Un peu de pagaille, c'est l'intitulé d'une exposition au Bénin, projet initié par des artistes plasticiens. Au cœur de cette œuvre, les périodes de crise, notamment sanitaire, comme celle à laquelle l'ensemble de l'humanité est confrontée depuis plus d'1 an. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Initiateur du projet Sac au dos, l'artiste plasticien béninois Eric Mededa et ses confrères relancent leur programme de création d'art. Dans son atelier 6 à Cotonou, ils sont 6 plasticiens à avoir présenté leurs travaux pour l'exposition dénommée Un peu de pagaille. C'est une manière pour nous de penser l'humain autrement. Penser l'humain après ou pendant cette période de la Covid-19. Parce que les habitudes ont été revues, beaucoup de choses ont été revues. Quel est cet humain dont on aura besoin demain? Ou quel est cet humain qu'on aura en face demain? Alors la question est allée là. En fait, je propose une réflexion autour de la mauvaise gouvernance de certains chefs d'État africains. Les créateurs estiment que leur tableau et sculptures reflètent les différentes facettes de l'humanité avec la crise à Covid-19. Sika Da Silveira, artiste plasticienne, a questionné l'évolution de l'être dans cette crise sanitaire mondiale. Riche en couleurs, sa série d'œuvres d'art met entre autres en exergue l'élévation, la révolution et l'unité. C'est mon regard sur notre humanité aujourd'hui. On écarte beaucoup de choses, on écarte la connexion au cosmos, on écarte même le fait simplement de s'écouter, de se laisser guider parfois et pour pouvoir s'élever. Parce que c'est en s'élevant qu'on évolue. Et si une personne s'élève, évolue, elle fait évoluer tout ce qui vient après. Parce que l'univers est un tout. Je travaille sur ce côté animal de l'être humain qui est en nous des fois. Et quand vous regardez un peu les œuvres, vous allez voir que le bar est resté un peu dans l'ombre, dans l'obscurité. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à déterminer totalement l'homme. Ces artistes plasticiens entendent davantage sensibiliser les citoyens du monde sur l'épidémie du Covid-19 à travers leur création artistique. A noter que la planète entière fait face à une crise sanitaire sans précédent depuis décembre 2019 et le bilan des contaminations et décès dû à la pandémie et son évolution demeure inquiétant avec la propagation de nouveaux variants. Des campagnes de vaccination en cours sur tous les continents. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.